Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On parlera d'un coureur qui a été en très grande forme et des coureurs qui ont été en difficulté sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Vous avez également la possibilité d'aller sur TikTok. Là aussi, vous pouvez vous abonner. Et quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est encore mieux, c'est de rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. Tour de Catalogne, étape 2. Aujourd'hui, c'était Valter 2000, c'est-à-dire qu'on montait à plus de 2000 mètres d'altitude, et ça voulait dire que ça allait être compliqué. On est encore au mois de mars, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à naviguer. Alors déjà, même géré en cours de saison, on n'est pas habitué à être à ces valeurs-là, mais on était sur une étape où on montait à plus de 2000 mètres de dénivelé, enfin plus de 2156 mètres. Je crois qu'il y avait 3500 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, quasiment. Donc ces deux facteurs-là liés faisaient que ça allait être une étape compliquée, et encore plus avec un début de journée qui a été animé. Alors déjà il y a eu l'échappée qui n'a pas été facile à prendre, mais ensuite après 30 km de course, eh bien on a Pogačar qui a décidé de partir avec Domen Novak, voilà, les deux ensemble pendant 5-6 km, donc c'est sûr que c'est un petit peu animé le peloton derrière. Ensuite, dans la première montée de première catégorie, bien dans la descente, on a une nouvelle accélération de la UAE. Ils ont failli partir à 3-4 avec ce petit jeu-là. Et puis après, bon, on a un petit peu arrêté. Mais ce qui fait qu'on est arrivé avec un peloton qui était assez désorganisé, une échappée qui avait encore 2 minutes au pied. Et quand on arrive dans cette dernière montée, malgré le fait qu'il y a 2 minutes, on sait qu'il va falloir rouler fort, mais comme l'étape avait quand même été rapide en début de journée, certains organismes étaient un petit peu émoussés. Et du côté de Pogačar, surtout, on sentait qu'il était très fort. Après, moi, je me suis dit à ce moment-là, alors déjà, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur de le mettre parmi les favoris le matin? Parce que c'est vrai que j'avais oublié que c'était une montée où souvent il y a assez peu d'écart. C'est la première année où on a plus d'une minute à l'arrivée au sommet. Et surtout, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur vu le nombre d'énergie, vu la quantité plutôt d'énergie qu'il dépensait avec ses multiples attaques. Donc je me suis dit, peut-être pas l'idée du siècle de l'avoir mis parmi mes favoris. Puis on sent qu'il est très fort. Dans la montée finale, on a une chute à 10 km de l'arrivée. Il y a pas mal de coureurs qui tombent parce que la chute est quand même dans les 30 premiers du peloton. Et puis ensuite, on perd les images, hein, parce que ça a été le gros problème de cette étape. Et donc on a cette chute à 10 km de l'arrivée. Ensuite Pogačar attaque à 6 km 500, impossible de le rattraper. Et derrière on se bagarre pour la deuxième place avec du bon Landa qui arrive à décrocher tout le monde. Gros punch de Landa. Et un bon Lenny Martinez aussi qui avait fait une première grosse accélération. Et à l'inverse, du côté de Visma Lease Bike, on passe complètement à côté aujourd'hui. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je voulais déjà revenir sur les problèmes, les soucis de vidéo. Alors je sais bien que quand il y a du brouillard, c'est un petit peu compliqué au niveau vidéo parce que faut savoir que, alors en France, c'est comme ça, je pense que ça doit être pareil en Espagne. C'est-à-dire que sur les grosses courses, vous avez donc les deux motos et l'hélicoptère qui vont envoyer des images à un avion qui va ensuite redonner le signal à l'arrivée. Voilà, où il y a le camion de production qui est à l'arrivée. Sauf que quand il y a du brouillard, eh bien, les liaisons se passent beaucoup moins bien. Ça perturbe énormément les liaisons vidéo. Mais en Espagne, dès qu'il flotte, on n'a plus d'images. C'est-à-dire que les images, c'est mort. Et sur chacune des courses. Ça, en France, on avait du brouillard. Normalement, l'image saute un peu. Mais on arrive quand même à garder une fluidité dans la retransmission. Là, les motos, elles étaient inaccessibles quasiment pendant toute la montée. Il n'y avait que l'image d'hélicoptère qui était pas dans un super état, et en plus on était sur du 3 images secondes quasiment. Donc c'était très très compliqué à suivre dans le final. Et en Espagne, je trouve que les retransmissions, c'est un peu le problème des courses en Espagne.
La qualité des retransmissions, c'est pas ça. Je trouve que, alors je le dis déjà très souvent, mais les caméramans des motos, bah, pour moi, ils sont moins doués qu'en France. Parce que souvent, ils font des très gros zooms. Ils sont beaucoup trop proches aussi des concurrents du peloton, souvent du côté des motos, ce qui fait qu'on a rarement toute la largeur du... Enfin, on voit rarement toute la largeur du peloton dans les images qui sont transmises par les motos. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommageable, je trouve. Parce que souvent, ils sont trop proches. Comme ils sont trop proches, bah, ils ont tendance à faire pas mal de mouvements avec les caméras, à faire des zooms, à avoir pas mal de mouvements avec une caméra qui est jamais stable. Et puis, on a souvent ces problèmes également quand il pleut de retransmission qui sont presque impossibles à regarder. C'est presque plus de la radio que de la télévision. Donc, ça serait bien qu'en Espagne, on arrive à régler la situation au niveau des retransmissions télé. Parce que, bon, c'est... Alors, c'est rarement de bonne qualité. Après, le réalisateur est quand même meilleur que Anthony Forestier. Pourtant, c'est compliqué de faire pire. Mais Anthony Forestier, il a des bons caméramans, il a une bonne qualité de retransmission, on va dire, au niveau des images. C'est lui qui fait une mauvaise réalisation. Là, t'as l'impression que le réalisateur, il peut pas faire de miracle parce qu'il a déjà pas les images. Donc, c'est vraiment des soucis techniques. Et je trouve que ça nuit pas mal aujourd'hui aux courses espagnoles parce que souvent, on a des retransmissions qui sont pas top en termes d'image. Bon, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top du jour, Tadej Pogačar. Ah oui, hein, là, c'est compliqué de ne pas le mettre top aujourd'hui. Il était le plus fort et il n'a pas eu peur d'attaquer de loin parce que je me disais, peut-être que UAE, aujourd'hui, ils vont un peu le cadrer. Je me disais en plus, bon, il y a eu cette attaque en début de journée. Bon, dans la descente, tu vois qu'il tente pendant, allez, on va dire 1 minute après la descente du première catégorie, et puis ensuite il s'arrête assez rapidement quand même. Là, je me dis, c'est peut-être parce que dans l'oreillette, on lui a dit arrête de faire un petit peu des bêtises, on va dire en termes de stratégie. Surtout qu'en plus, Jevine avait abandonné, Sivakov finit assez loin aujourd'hui, donc tu voyais Almeida, Soler. Je me suis dit, putain, faut pas qu'il fasse la même connerie qu'hier à le laisser tout seul, parce que s'il y a un Vlasov qui part, ou je sais pas quel autre coureur, il sera obligé d'attendre la Visma, et peut-être que la Visma ne voudra pas rouler parce qu'il y a Pogačar, donc ça peut vraiment être l'enterrement de première classe, et en fait, il a été le plus fort. Plus fort aujourd'hui. Pas grand chose à dire. Hein. C'est-à-dire que malgré la débauche d'énergie en début de journée, il y avait un vrai monde d'écart. De toute façon, je rappelle que l'écart sur cette montée-là, c'était 16 secondes. Là, on est à 1 minute 20 ce soir d'écart entre Pogačar et le reste de la course. C'est impressionnant. Alors on va voir, demain il y a encore une étape compliquée, c'est un tour qui est pas simple, donc il peut se passer des choses. Il prend une petite option, aujourd'hui il fait un mini break pour la gagne, on verra demain s'il refait la même chose, oui ça sera compliqué d'aller le chercher très clairement, mais il a vraiment voulu impressionner certes les coureurs qui étaient présents sur cette épreuve. Je pense qu'il a voulu impressionner également les coureurs comme Vingegaard, comme Remco Evenepoel, doivent quand même avoir un œil sur ce qui se passe. Et s'ils ont regardé la course aujourd'hui, ils doivent se dire « Ouf, Pogačar, il est quand même costaud ». Même si, encore une fois, son équipe paraît faiblarde. Alors, malgré le fait qu'on ait Almeida, Soler, qui aujourd'hui s'en sortent pas mal. Almeida fait 4, Soler fait 15. Mais Sivakov, pas dans le coup. Domen Novak, bon... Il a lâché quand même pas mal d'énergie aujourd'hui. Il finit dans les derniers de l'étape. Donc Jevine qui a abandonné problème gastrique du côté de Jevine. Mais tu t'aperçois que chez UAE, heureusement qu'il y avait un Pogačar très fort. Parce que si Pogačar avait été en difficulté, un gros Schartner fait 167 aussi. Si Pogačar avait été en difficulté, peut-être que ça aurait été compliqué de le ramener à l'avant de la course. Parce qu'avec Almeida Soler, ça n'aurait peut-être pas été l'idéal. Donc, ouais. C'est-à-dire que d'un côté, je suis content pour Pogačar, parce qu'aujourd'hui, il fait une démonstration, il colle encore une fois plus d'une 20 à tout le monde.
c'est phénoménal et bon, voilà, c'est un ovni, hein, très clairement, Pogačar. Mais de l'autre, je me dis, l'équipe paraît quand même trop faiblarde. Donc du côté de Pogačar, il faudra faire attention sur les grands tours. Parce que là, il est sur une course d'une semaine. Alors déjà, il peut peut-être être en difficulté dans les jours à venir, parce qu'il y a quand même une débauche d'énergie. Avec cette équipe-là, je ne suis pas sûr qu'on arrive à s'en sortir, à trouver des solutions. L'avantage pour Pogačar, c'est que bon, Landa est l'adversaire numéro 2 et Vlasov l'adversaire numéro 3 au niveau du général. Mais l'avantage, c'est que Uijtdebroek, Kuss ont perdu quand même plus de 2 minutes. Bernal est quand même à 1,47 aussi. Simon Yates est à 3 minutes 30 au général, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire que les adversaires majeurs ont perdu quand même beaucoup de temps, sauf Landa, sauf Vlasov. Sauf que Landa, parfois il a des craquantes, bon, Vlasov beaucoup moins. C'est vrai qu'on a Van Wilder également qui a perdu du temps. Et Enric Mas est aussi quasiment à 2 minutes, il a 1,50 hein, pour le moment, Enric Mas. Donc du côté de Pogačar, c'est une très très belle performance. Et puis demain, il peut refaire, on va pas se creuser la tête, refaire la même chose, rééditer voilà, sa performance. C'est dur, hein. Donc voilà, du côté de Pogačar fort, du côté de son équipe, un petit peu plus mitigé aujourd'hui. Certes, il y a Solé, Almeida qui sont très bons. Par contre, derrière, c'est un petit peu la douche froide, notamment du côté de Sivakov, qui n'a pas été très impressionnant sur cette journée. Deuxième coureur top, Lenny Martinez. Très belle 5e place de Lenny, qui prend la tête du classement des jeunes. Aussi, le français. On aurait pu se poser la question de savoir les rumeurs depuis quelques temps sur son possible recrutement du côté de la Bahreïn auraient peut-être pu être difficiles à gérer parce que c'est vrai que quand on commence à parler beaucoup de vous, parfois en plus avec des rumeurs qui sont... Alors là, il y a la Gazzetta dello Sport, mais la Gazzetta dello Sport, elle a parfois dit des grosses conneries aussi dans le monde du sport. Donc faut surtout qu'il peut y avoir des intérêts parce que Bahreïn est en Italie, hein, l'équipe Bahreïn Victorious, donc il pourrait y avoir des intérêts, on va dire une sorte de collusion entre un côté et de l'autre. Et puis il faut toujours se méfier aussi des rumeurs parce que je rappelle que maintenant on a des agents du côté de beaucoup de cyclistes. Martinez a un agent. On peut vouloir faire monter la sauce en disant ah, lui il veut me donner tant, lui il veut me donner tant. On l'a vu l'année dernière avec Victor Lafay, quasiment Victor Lafay a été annoncé dans 3 ou 4 équipes différentes en rumeur. Pour au final, en fait, il n'y avait que la Decathlon qui était sur le coup et Cofidis l'avait bien compris, Vasseur l'avait compris aussi, qu'il y avait cette idée de surenchère de la part des agents. C'est peut-être la même chose avec Martinez, parce qu'une rumeur aussitôt dans l'année, c'est quand même très rare que ça soit conclu à l'arrivée. Quand on a une rumeur comme ça au mois de février quasiment qui est apparue avec Lenny Martinez, donc je me méfie. Même si encore une fois, comme je disais, le problème de la Groupama FDJ, c'est un problème de riches. Ils ont beaucoup de jeunes qui ont été performants, Pitti, Martinez, Grégoire. C'est compliqué de tous les conserver dans l'équipe. Donc ça, c'est à prendre en compte. Hein. Mais Lenny Martinez, très très bon aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quand même une progression. C'est une montée où il y avait du beau monde. On était sur une arrivée au sommet, plus de 2000 mètres. Donc plein de paramètres qui ne sont pas forcément évidents à gérer. Je rappelle, c'est un coureur qui a 20 ans, 21 ans, Lenny Martinez. Donc c'était pas forcément idéal pour lui. Et il arrive aujourd'hui à faire abstraction de cette pression de rumeurs de futurs contrats possibles du côté de la Bahreïn Victorious, mais il arrive aussi à s'en sortir dans cette étape-là, à très très bien gérer ce statut de leader qu'il a à la Groupama FDJ, qui n'est pas forcément facile quand on est un jeune coureur. Donc c'est très très bien du côté de Lenny Martinez, avec un bon résultat aujourd'hui. Donc 5e place pour Lenny Martinez, 1 minute 43, et surtout il est en tête du classement des meilleurs jeunes, parce que hop là, Tiberi a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Uijtdebroek perd 1 minute
aussi le Belge, qui aurait pu prendre la tête de général. Valentin Paris-Peintre, lui, est à 1,36, parce que du côté de la Décathlon, on est quand même plutôt pas mal. Et ce qui fait que l'adversaire numéro 1 pour le moment de Lenny Martinez, eh bien, c'est le petit Pablo Castrillo de l'équipo Kern Pharma. Pablo Castrillo, 23 ans, qui a rejoint l'équipe en août 2022. Du côté de Pablo Castrillo, il était dans la réserve, on va dire, de Kern Pharma, qui est le club de Lizarte, où pas mal de coureurs sont ensuite allés vers Kern Pharma, notamment Igor Arrieta. Et donc, un bon résultat pour un coureur qui était 3e l'année dernière du Tour de Langawi. Mais là, c'est un super résultat qu'il nous a fait avec une 13e place au sommet de Valter 2000. Il avait déjà fini 3e du contre-la-montre de Grande Camino, contre-la-montre qui ne comptait pas du côté du classement général. 11e également sur le Tour d'Andalousie, 13e de la Classica Raen. Donc des bons résultats pour ce coureur-là. Et c'est intéressant de voir le coureur de Kern Pharma montrer des choses. Voilà, l'année dernière, il avait fini 3e de ce Tour de Langawi et il avait fini 3e du classement des jeunes du Tour de Burgos également, 16e du Tour de Castille et Léon. Voilà, parmi ces résultats, je dirais, majeurs en 2023, donc c'est pas mal. Là, on voit aussi un coureur qui progresse en termes de résultats. Donc Pablo Castrillo, 2e du classement des jeunes. On va voir ce que ça va donner pendant toute cette semaine de compétition. 3e coureur top, Mikel Landa. Le poids des ans n'affecte pas trop Mikel Landa. C'est vrai, parce que c'est quand même un coureur qui est là depuis très longtemps. Landa, il a 34 de tête. Et surtout, Landa, première année chez les pros. Je vais vous dire ça tout de suite. Première année chez les pros, c'était 2010 avec Orbea en World Tour depuis 2011. Et il n'a pas quitté le World Tour depuis, donc ça fait pas mal de saisons qu'il arpente les courses en Europe. Il est toujours bon, et j'ai envie de dire, en Espagne, il arrive à se sublimer. C'est vrai que on avait vu l'année dernière sur le Tour de France, sur le Critérium du Dauphiné, ça n'avait pas été incroyable, mais en Espagne, ça reste du très très grand Landa, et aujourd'hui, il a été performant, surtout que c'était pas forcément évident, parce que il était co-leader avec Van Dilder, même si je pensais qu'on favorisait un petit peu plus Landa hier. Ça reste que sa 3e course, avec cette formation Quick Step, donc c'est pas forcément évident, faut trouver ses marques. Là aussi, c'est un coureur qui a changé de matériel entre ce qu'il avait chez Bahrain Victorious, ce qu'il avait chez Soudal, donc il faut réussir à s'adapter à tout ça. Eh bien, ça s'est bien passé et c'est quand même un coureur qui, sur ces dernières années en Espagne, si on regarde 2023, donc 5e du Tour d'Espagne, 2e du Tour du Pays Basque, 5e du Tour de Catalogne, 2e également du Tour d'Andalousie, 7e du Tour de la Communauté de Valence. Donc c'était du très très costaud. Et c'est un coureur qui se bonifierait presque avec le temps, quand on regarde. Parce que l'année dernière, en 2023, eh bien, c'est quasiment sa meilleure saison au niveau des points Pro Cycling Stats. C'est quasiment sa meilleure saison et son meilleur classement, à égalité, on va dire, avec 2017. Quand il était chez Sky, sa dernière année chez Sky. Sauf qu'à l'époque, Landa, chez Sky, il était beaucoup plus jeune. Il n'avait pas 34 ans. Il est né en 89, 13 décembre 89, Landa. Donc c'est quand même un coureur qui est maintenant à un âge important, quand même. 34 ans, c'est pas négligeable dans le monde du cyclisme. Et il faut réussir à relancer la machine, à se redonner des nouveaux objectifs. Là, c'est être équipier de Remco Evenepoel et d'avoir sa carte sur certaines courses. Mais c'est un statut qui n'est pas forcément facile du côté de Landa. Je trouve qu'il s'en sort très très bien aujourd'hui sur cette 2e étape du Tour de Catalogne. L'année dernière, il avait fini combien sur cette même étape sur le Tour de Catalogne? À Valter, il avait fini 4e. Voilà, donc il était à 11 secondes de Remco, de Roglic, de Ciccone. Voilà, il avait perdu un petit peu de temps sur cette étape-là. Et au général, il avait fini à 3 minutes sur le Tour de Catalogne. Donc on verra si cette année, c'est un petit peu mieux pour Mikel Landa.
Mikel Landa, parce qu'à chaque fois, vous savez, j'ai ce petit défaut de prononciation de dire, on a l'impression que je dis Michael, hein, alors que j'essaye de dire Mikel Landa. C'est comme avec Vernon. Et on passe à José Manuel Diaz. Belle perf de José Manuel Diaz, coureur qui est passé notamment chez Delco dans une époque plus ancienne, coureur qui est maintenant chez Burgos BH. Du côté de José Manuel Diaz, BH hein, pour les francophones. Je le fais quelques fois dans l'année, le BH. Du côté de José Manuel Diaz, un coureur qui a un peu du mal depuis qu'il est dans cette équipe Burgos, je trouve, en termes de résultats. Coureur qui était passé par Delco, par Israel Cycling Academy dans ses premières années. Vorarlberg, une année, donc Delco pendant 2 ans avant que l'équipe s'arrête. 3 mois chez Gazprom, là quasiment... En 2022, il a quasiment pas couru chez Gazprom. C'était la grosse recrue de Gazprom. Sauf que quand l'équipe s'est arrêtée, il s'est retrouvé un petit peu en difficulté. Puis depuis qu'il est chez Burgos, il n'y a pas eu tant de grands résultats que ça. J'ai cette impression-là. Il est présent dans les échappées, mais en résultat de victoire. Il y a eu une victoire sur le GP international Torres Vedras, le Trofeu Joaquim Agostinho. 10e du Tour du Jura cycliste, mais ça manquait un peu de gros résultats. Donc là, belle performance sur une épreuve World Tour avec cette 10e place. Donc on va voir si ça va réussir à continuer. Coureur qu'à 29 ans, je voyais un peu plus âgé que ça, José Manuel Diaz, mais coureur qui est talentueux. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de résultats. C'est un coureur qui a encore une année de contrat chez Burgos en 2025. Mais c'est vrai que quand on arrive à 28-29 ans, c'est bien d'avoir des résultats parce qu'on est en 2e division, mais dans des équipes qui n'ont pas forcément des énormes budgets. Donc ce qui fait que la stabilité de l'emploi peut être un petit peu compliquée à gérer. Donc c'est là où il faut avoir des résultats. Et une 10e place aujourd'hui, c'est pas mal, on verra. Lui aussi sur le reste de la semaine. Vainqueur d'un Tour de Turquie en 2021, où il avait été très intéressant sur cette épreuve à l'époque, encore une fois avec Delco. Où il avait gagné devant Jevine à l'époque pour une petite seconde au général, et Eduardo Sepulveda sur cette épreuve. Il y avait également Anton Charming, également Anders Alon Johannessen avant ses problèmes de genoux qui étaient donc dans cette course au départ. Donc voilà, José Manuel Diaz, on espère que ça va tenir pour lui cette semaine. Je voulais juste regarder un truc. Quand il est arrivé donc, chez Israel Cycling Academy, il y avait déjà des coureurs qui sont encore là dans cette formation, notamment Chris Neyland, Guillaume Boivin, qui sont encore dans cette formation. Il y avait Dan Craven, qui était un Namibien, qui a arrêté, qui était passé chez Europcar parce qu'il avait des points UCI. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'avait recruté, et qui n'a pas couru depuis 2022. Et en 2017, il n'avait pas eu des grands résultats, Craven, à part en Namibie. Du côté de sa carrière chez les professionnels, champion d'Afrique, c'était en 2008, avant de rejoindre Rafa Condor. Mais bon, il n'a pas eu vraiment de grands résultats en dehors du continent africain, Dan Craven, qui aujourd'hui a 41 ans. Voilà. On poursuit tout de suite avec les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, tout de suite. Premier bonnet d'âne du jour, la Visma The Bike, ils sont passés à côté. Que ça soit... Alors déjà, ils ont été très discrets quand même pendant la journée. Moi, je me suis dit, contrairement à UAE, eux, ils comptent leur coup de pédale et ils vont pouvoir être efficaces en fin de journée. Donc, c'est ce que je me disais sur la période de transition entre les deux difficultés. Et puis, non, ils ont pas réussi du tout. Que ça soit Sepkus, que ça soit Kian Uijtebroek. Pourtant, hier, ils étaient plutôt placés. Ils étaient dans le groupe qui avait fini sur les talons de Nick Schulz et de Pogačar. Mais là, sur cette étape-là, ils sont passés à côté. Alors, de manière un petit peu différente, dans la gestion, on va dire, de ce temps faible, avec un Sepkus qui finit 12e, donc c'est-à-dire qu'il prend
qu'une quarantaine de secondes, un peu moins de 40 secondes de 0,3, 1,23, il a 40 secondes de Landa. Donc je dirais qu'il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il est lâché quand même assez loin de l'arrivée. Hein. Dès que Pogačar accélère, il n'est pas dans le deuxième groupe. Donc il a dû remonter des coureurs dans le dernier kilomètre plutôt en gestion. Le petit Sepp Kuss. C'est vrai qu'on m'avait mis dans les commentaires qu'il partageait le leadership avec Autobrook. J'avais dit, bon, j'attends de voir un petit peu. Ce qui était le cas, parce que c'est ce qui était annoncé sur l'équipe, je crois. Ce matin. Donc c'était la vérité, vu que Autobrook n'a pas roulé pour Sepp Kuss. Et donc Sepp Kuss, lui, bon, il essaye de limiter la casse. Il finit à 40 secondes, ce qui est plutôt pas trop mal, vu la distance à laquelle il était lâché. Autobrook, par contre, 2,45, alors que lui, il est dans le groupe Lenny Martinez. Juste après l'attaque de Pogačar, il est dans le groupe Lenny Martinez. Sauf qu'il a complètement explosé dans les 3 derniers kilomètres, Autobrook, donc 2 minutes 45. Là, ça fait quand même un gros écart. Le Belge qui, j'ai l'impression, fait un peu une Arensman l'année dernière chez Ineos, c'est-à-dire que très prometteur l'année dernière chez Bora pour Autobrook, en 2022 du côté de la DSM pour Arensman, mais qui va dans une nouvelle structure qu'on considère un peu meilleure. C'était vraiment le cas pour Arensman. C'est aussi le cas, on va dire, Bora. Le Bora de Autobrook était légèrement moins fort que le Visma actuel. Et qui n'arrive pas forcément à obtenir des grands résultats jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on arrive mi-mars. C'est vrai qu'Autobrook, c'est pas si incroyable que ça. On a vu sur Grand Camino. Mais bon, Grande Camino, en termes de densité, c'était pas incroyable. Sur Tirreno, il fait 7. Mais bon, Del Toro est devant lui, par exemple. Arensman est devant lui aussi. Il fait 7, mais à 3 minutes 10 quand même, à Autobrook. Pas largement devant un Kemna. Il a 1 minute devant Kemna. Il est dans une sorte de no man's land. C'est pas exceptionnel non plus de la part de Autobrook. Enfin, c'est pas exceptionnel, c'est que je pense qu'on a des attentes qui sont élevées pour Autobrook parce que il part d'une équipe qui est déjà pas mal, qui est la Bora, pour aller rejoindre la Visma Leasebike d'une manière. Alors lui, il disait qu'il était malmené par certains coureurs, qui avaient du harcèlement de la part de certains coureurs qui n'approuvaient pas, on va dire, un peu ses méthodes. De l'autre côté, l'équipe a dit bon, nous on n'avait pas le sentiment qu'il y avait ça. Après, vous ferez votre avis, on va dire, du côté des deux avis, mais ils avaient du mal à comprendre chez Bora pourquoi elle était partie, à part peut-être pour voir un petit peu plus d'argent du côté de la Visma Leasebike. Quand tu pars avec fracas d'une équipe, on attend quand même des résultats derrière, parce qu'on se dit, bon, c'est-à-dire que tu as quand même t'as été quand même culotté de partir, on va dire. C'est-à-dire que tu as fait un choix fort, plutôt que culotté, tu as fait un choix fort de partir de la Bora Hansgrohe pour aller rejoindre la Visma Leasebike. Un choix fort. Derrière, on attend quand même des résultats. Pour le moment, c'est pas exceptionnel. Il le disait, il était encore en phase un petit peu d'apprentissage chez Visma Leasebike, mais il ne faudrait pas que l'apprentissage dure trop longtemps. Faudrait pas que l'apprentissage dure 2 ans. Regardez avec Marc Hirschi, l'apprentissage chez UAE, il a duré longtemps. Il arrive en quasiment superstar, Marc Hirschi, quand il arrive chez UAE. Aujourd'hui, c'est un coureur beaucoup plus lambda. Ça serait bête que ça arrive du côté d'Autobrooke. Donc, pour le moment, je trouve qu'Autobrooke, c'est pas exceptionnel ce qu'il propose. Encore une fois, avec des critères moi, je considère que c'est une véritable pépite. Je considère pas que c'est une 7e place pour Tirreno. Pour d'autres coureurs, j'aurais considéré ça comme bien, mais encore une fois, il finit quand même avec un écart de 50 secondes sur Del Toro. Del Toro, il est dans sa première année chez les pros, bon, il est très fort, mais même sur un Ben O'Connor, sur un Rensman, il y a un écart. Et pour moi, Rensman n'est pas encore arrivé à son rythme de croisière chez Ineos, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans la même situation qu'Arensman. Il y a un comparo qui est assez intéressant. Et puis là, aujourd'hui, il explose quand même. Donc, c'est-à-dire que sa gestion de course n'a pas été bonne. D'un côté, 40 secondes. De l'autre côté, il y a plus d'1 minute. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il a voulu s'accrocher à tout prix. On dit souvent, il ne faut pas vouloir s'accrocher à tout prix. Quand tu es dans le rouge, il faut parfois mieux vouloir lisser son effort, surtout quand tu es dans le rouge, genre à 6-5 km de l'arrivée d'un sommet. Il faut parfois mieux lisser son effort parce que l'écart de temps sera plus faible que si tu exploses complètement. Là, il a explosé complètement. Il s'est pris 1 minute dans la gueule, je dirais, en 2 km. C'est beaucoup. Et on s'aperçoit aussi que Kuss n'a pas roulé pour Uijtdebroek, parce que les deux ont fait leur course chacun de leur côté. Sepp Kuss aurait pu dire bon bah voilà, on essaye de remonter au centre. Donc soit c'est que Uijtdebroek n'a pas réussi à suivre le rythme de Sepp Kuss, soit c'est qu'il n'y a peut-être pas une ambiance fantastique non plus autour de Uijtdebroek dans cette formation. Et là, ça serait beaucoup plus inquiétant pour le coureur belge, parce que s'il s'est déjà mis 2-3 coureurs à dos en quelques temps chez Visma Leasebike, ça serait pas bon signe. Moi, je pense que c'est la première option, mais il faut faire attention du côté d'Uijtdebroek, parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'attentes chez ce coureur. Pour le moment, les résultats sont moyens. J'espère qu'il va passer un cap au niveau des résultats, parce que on ne l'a pas payé ce prix-là chez Visma Leasebike, et on n'a pas fait tous ces efforts-là pour récupérer son contrat du côté de Visma Leasebike pour avoir un coureur qui fait 7e d'une course par étape d'une semaine. Ce qu'on attend, c'est des résultats très forts sur les grands tours. Pour le moment, voilà, sur ces courses par étape d'une semaine, c'est un petit peu trop léger. Et là, aujourd'hui, 23e, bah, ça fait déjà un écart important. Deuxième coureur flop du jour, Guillaume Martin. 3 minutes de perdu aujourd'hui. Mauvais début de saison de Guillaume Martin. Il n'y a pas grand chose à en tirer, quoi. C'est pas suffisant de la part de Guillaume Martin. C'est pas suffisant du tout. Et c'est inquiétant parce que Cofidis a quand même besoin de marquer des points. Et pour le moment, bon, bah, à part les points de début de saison de Brian Cocard et de quelques autres coureurs, c'est pas suffisant. Et ça, Guillaume Martin, le début de saison, alors je parlais d'Uijtdebroek que c'était moyen. Du côté de Guillaume Martin, on n'est pas loin d'être sur du médiocre. Pour un coureur qui vise, encore une fois, le classement général des grandes courses. 41e sur la Classic Bar, 8e sur le Tour des Alpes-Maritimes, 67e au Stradé, 23e à Tirreno, pour le moment donc un petit peu largué au général sur le Tour de Catalogne, seulement 50 points, UCI marqué, c'est pas fantastique. Coureur en fin de contrat, ça c'est pas la bonne idée de ne pas être au top de sa forme quand on est en fin de contrat, surtout que c'est quand même un coureur qui a 30 ans, qui va avoir 31 ans cette année, donc ça peut un peu faire peur certaines équipes. Un peu surpris de ce début de saison. Alors c'est vrai qu'il a des objectifs qui sont plus lointains que d'habitude, encore une fois Tour de France Vuelta pour le coureur français, donc peut-être qu'on a décalé un petit peu la préparation. Il a eu à gérer également, il a fait pas mal d'extra sportifs en termes de communication, Guillaume Martin, donc notamment j'ai vu des vidéos je crois sur YouTube où il a fait des interviews, je crois, j'avais vu passer ça dans mon fil de vidéos, donc peut-être qu'il a un peu du mal à gérer cette situation-là, Guillaume Martin, qu'il a peut-être pas pu pratiquer autant le cyclisme qu'il le souhaitait cet hiver, mais pour l'instant c'est un début de saison qui n'est pas très concluant. En 2023, je crois que sur le Tour de Catalogne, ça n'avait pas été fantastique non plus, et il avait pris des échappées. Il était 33e à Valter, et là, il est quand même un petit peu plus loin, il est aux alentours de la 50e place, et à Valter, il était à 2,35. Donc oui. Alors 2,35, mais ça avait couru différemment aussi, parce que là, on était la vitesse avait été un petit peu plus élevée même. Pour une étape qui était très ressemblante. Les deux étapes se ressemblaient, l'étape de cette année. Mais ouais, alors l'année dernière, ça s'était vraiment enclenché. Il y avait eu Paris-Camembert en avril, mais je dirais que ça s'était vraiment enclenché à partir de mi-avril. Donc là, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le moment en termes de résultats, parce il s'était bagarré un petit peu pour le classement du maillot de meilleur grimpeur avec Carapaz à l'époque, qui était aussi en difficulté. Mais pour le moment, c'est moyen du côté de Guillaume Martin. Donc j'attends un peu mieux de lui. Mais peut-être qu'il s'est trouvé en forme un petit peu trop tôt l'année dernière, parce qu'il avait fait un demi-finale intéressant. Il avait eu du mal
Ensuite, sur le Tour de France, un petit peu plus de mal. Il avait pris une 10e place, mais c'est vrai qu'il avait fait un Dauphiné qui était très très bien. Donc c'est peut-être l'idée de changer un petit peu la course. Paris-Camembert, hein, après cette épreuve. Il y aura la classique Grand Besançon, Tour du Jura, Tour du Doubs, donc le triptyque de l'Est de la France, de la Bourgogne-Franche-Comté, la Flèche Wallonne, Liège, et puis ensuite Dauphiné, Tour de France, Vuelta. Donc c'est un programme qui, sur la fin de saison, ressemblera à son programme 2023, on va dire. La différence, c'est qu'au lieu de faire les classiques italiennes, il fera plutôt la Vuelta. Voilà, ça sera la petite différence. On verra même quel sera son objectif. Est-ce que ça sera plus Tour de France ou faire un bon résultat sur la Vuelta. Et puis je termine avec Jack Haig. Là aussi, début de saison très compliqué pour l'Australien. 10e du Down Under, c'est son meilleur résultat jusqu'à maintenant du côté de Jack Haig. Là aussi, on parle d'un coureur qu'on attend à la relance depuis quelques temps. C'est quand même un coureur qui a fait des résultats, notamment 4e d'un Paris-Nice, c'était en 2019, mais il avait été présent également sur un Tour de France où il avait fini. J'avais souvenir d'un Tour de France où il avait bien fini, mais peut-être que je m'étais trompé, mais il avait. Oui, non, c'était une étape voilà, en 2021 où il avait pris la 4e place, 3e de la Vuelta en 2021. Donc ça c'était intéressant, sauf que depuis 2022 abandon sur le Tour de France, il s'était fait la clavicule très vite. 2023 19e du Tour d'Italie, 28e du Tour de France, donc pas exceptionnel pour Jack Haig. Donc j'attends que ce coureur-là se relance. Pour le moment c'est pas le cas et son début de saison il est vraiment pas fantastique. Alors 10e du Down Under, mais on peut pas dire qu'il y avait une grande densité au départ. 40e du Tour d'Andalousie sur le fameux contre-la-montre. Paris-Nice 58e, voilà, Tour de Catalogne pas fantastique. Alors peut-être aussi qu'avec ce changement du côté du Tour d'Andalousie, ça a un peu modifié sa répartition le jour de course et c'était peut-être pas prévu qu'il fasse le Tour de Catalogne. Il était peut-être juste prévu sur Paris-Nice et il s'est rajouté le Tour de Catalogne parce que il lui manquait des jours de course. Mais là aussi, Jack Haig, c'est un coureur qu'on attend bien mieux en termes de résultats parce que ça serait triste que ça devienne seulement un équipier, quoi, que ça devienne seulement ça, alors qu'on sait que c'est un coureur qui peut être bien meilleur en termes de niveau de performance. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures dès demain, 7h30, présentation de l'étape numéro 3. Allez, ciao ciao.